Dans cette capsule, on va aborder la section 4.6, donc du chapitre 4, qui porte sur le mouvement relatif. La petite animation qui est là, c'est pour qu'on puisse voir un peu le genre de choses le genre de problèmes qu'on va aborder dans cette section-là. On a ici, il pleut. Il pleut à la verticale par rapport au sol. Par contre, quand la personne se met à marcher, eh bien, évidemment, elle doit orienter son parapluie euh, obliquement, dans le fond, pour que les gouttelettes d'eau arrivent perpendiculaires à son parapluie. Et plus la personne va marcher vite, plus elle va être obligée de pencher son parapluie pour être toujours protégée de la pluie. Donc, c'est le genre de problème, en fait, qu'on va aborder dans cette section-là. Encore un autre exemple du même genre de problème. Ici, on va laisser aller une petite voiture. C'est une petite voiture dont les roues tournent toutes seules, là, alimentées à batterie. On le fait tourner, on le fait avancer ici sur un tapis roulant, sauf que le tapis roulant est fixe pour l'instant. Donc, l'auto a tout simplement été en ligne droite. Alors ici, on va reprendre la même expérience, mais cette fois-ci, le tapis roulant est en fonctionnement, comme vous voyez. Et alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe avec l'auto. Donc, l'auto s'en allait directement vers le X vert qui est là. Par contre, comme le tapis roulant avançait, bien, l'auto s'est trouvé décalé. Alors, dans cette section-là, on va apprendre à pouvoir calculer la vitesse relative de manière à, exemple, pouvoir corriger cet effet-là. Vous voyez, cette fois-ci, on va envoyer le chariot avec une orientation différente, comme ceci, de telle sorte qu'il s'en va directement en ligne droite vers le X vert. Bon, alors comment on va aborder ce genre de problème-là? Ça va être tout simplement une addition vectorielle. Ici, j'ai pris trois objets, donc je leur donne des noms A, B, puis un autre que j'appelle P. Donc, on a ces trois objets-là qui sont en mouvement. Et on a identifié des vecteurs vitesse. Donc les vecteurs qui sont là représentent les vitesses. Et voyez comment on a dénommé les vitesses. On a ici V, B, bar A. Donc ça veut dire la vitesse de B par rapport à A. Donc le vecteur qui est ici part de A va vers B. Ça représente donc la vitesse de B par rapport à A. Ensuite, on a VPB ici. Donc ça serait la vitesse de P par rapport à B. Autrement dit, la vitesse que B mesurerait s'il mesure la vitesse de l'objet B. Encore une fois, c'est un vecteur qui va de B vers P. Ensuite, on en a un troisième vecteur ici, VPA. Donc, ce serait la vitesse de P par rapport à A. Et donc, il va de A vers P, ce vecteur-là. Dans le fond, le vecteur va toujours de l'objet par rapport auquel on mesure la vitesse vers l'objet duquel on mesure la vitesse. Et si on regarde maintenant ces vecteurs-là, vous voyez bien que le vecteur en rouge qui est ici, c'est la somme vectorielle du vecteur vert plus le vecteur noir. Donc si je fais VBA plus VPB, ça va me donner VPA. Donc l'équation est ici, VPA égale VPB plus VBA. Donc ça va être tout simplement ça notre équation de mouvement relatif. On dit tout simplement que les vitesses s'additionnent. Donc la vitesse, autrement dit, si je connais déjà la vitesse de P par rapport à B et que je connais aussi la vitesse de B par rapport à A, bien je peux connaître la vitesse de P par rapport à A en additionnant tout simplement ces deux vecteurs-là. Pour vous rappeler un petit peu de la formule, un truc qu'on peut prendre, c'est que si on veut VPA, il faut prendre VPB. Donc, vous voyez le premier vecteur, le premier objet P par rapport à B. Puis ensuite, on fait VBA. C'est un peu comme si les B, si vous voulez, c'est comme si les B qui sont là s'annulaient en quelque sorte. Donc, il va nous rester VPA par la suite. Alors, pour illustrer la formule que je viens de voir, je vais commencer par un problème très très simple qu'on pourrait résoudre même juste en faisant un calcul mental. Mais c'est juste pour illustrer en fait à quoi sert la formule, puis comment on va l'utiliser, puis ensuite on va faire des exemples plus complexes. Donc, j'ai répété ma formule ici en bas. Et puis le problème, c'est que bon, on a la voiture rouge qui va à 25 mètres par seconde vers la droite, puis la voiture, disons, verte, turquoise, je ne sais pas trop, qui va vers la gauche avec une vitesse de 35 mètres par seconde
Ces deux vitesses-là, évidemment, sont mesurées par rapport au sol et on voudrait savoir quelle est leur vitesse relative, donc l'une par rapport à l'autre. Alors, on sait bien qu'il s'agit d'additionner tout simplement les vitesses. Donc, on aurait 35 plus 25, donc ça va faire 60 mètres par seconde, la vitesse relative des deux. Mais bon, on va le confirmer avec la formule pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Ensuite, ça va être plus facile de comprendre pour les cas plus complexes. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui est PAB. En réalité, ça pourrait être pas mal arbitraire. On pourrait faire un peu ce qu'on voudrait. La formule fonctionne quand même. Mais bon, comme on a ici à gauche VPA, habituellement, on va s'arranger pour que à gauche, ça soit ce que l'on cherche. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse relative des deux véhicules. Donc, PA, ça pourrait être les deux véhicules en question. Par exemple, on pourrait dire que P, c'est la voiture verte, tandis que A, c'est la voiture rouge. À ce moment-là, VPA, ça va être la vitesse de la voiture verte par rapport à la voiture rouge, donc leur vitesse relative. Le troisième objet, B, ben, ça va être le sol dans ce cas-là, puisque c'est notre système de référence, en fait, donc c'est le troisième objet dans le problème. Donc, si on réécrit maintenant notre affaire, VPB, maintenant on peut le lire avec ce qu'on a attribué. VPB, ça serait la vitesse de la voiture verte par rapport au sol. Donc la vitesse de la voiture verte par rapport au sol, c'est 35 mètres par seconde. Et vu que c'est vers la gauche, on va lui mettre un signe moins. Donc on pourrait dire moins 35 i, tiens, écrivons-le comme ça pour que ça soit un vecteur. Donc moins 35 i mètres par seconde. Ensuite, le deuxième vecteur, on a VBA. Alors VBA, ça serait la vitesse du sol par rapport à la voiture rouge. Donc, c'est un peu bizarre à dire. On aurait plus tendance à dire la vitesse de la voiture par rapport au sol. Mais quand on a comme ça, un cas comme ça, la vitesse du sol par rapport à la voiture, c'est tout simplement l'inverse. Autrement dit, si on veut VBA, comme ceci, ben ça va être égal à moins VAB. Donc, VAB, ce serait la vitesse de la voiture rouge par rapport au sol. Donc, ça, c'est plus, puisque c'est vers la droite, donc plus 25 mètres par seconde. Mais à cause du signe moins, donc VBA, ça va être moins 25i. Donc, je l'écris ici, moins 25i, donc mètres par seconde. Et ensuite, eh bien, on applique l'équation. Donc, VPA, ce qu'on cherche, c'est la somme des deux. Donc, moins 35i, ensuite moins 25, c'est pas j, c'est i toujours. Et donc, ça va nous faire moins 60, donc i mètres par seconde. Et VPA, c'est bien la vitesse de la voiture verte par rapport à la voiture rouge. Alors, on trouve moins 60 mètres par seconde. Ça veut dire que la voiture verte se déplace vers la gauche par rapport à la voiture rouge. Autrement dit, si on est dans la voiture rouge, on est immobile, ben on voit la voiture verte qui vient vers nous à 60 mètres par seconde. Deuxième exemple, plus complexe, la situation est dessinée ici à gauche. On a deux avions. On a leur vitesse 500 km/h et 800 km/h. Ces deux vitesses-là sont mesurées par rapport au sol. Cette fois-ci, on est en deux dimensions, donc vous voyez comment les vitesses sont. Donc, ils sont à 90 degrés l'un de l'autre. Et supposons qu'on est dans l'avion d'ici en bas, et puis là, on mesure la distance avec un radar, peu importe. Donc, la distance de l'autre avion, et on a 120 km. Donc, c'est la distance qu'on a entre les deux. Et on mesure aussi l'angle par rapport à notre direction où se situe l'autre avion. Donc, en fait, le 28 degrés qui est là, c'est bien l'angle qui est ici, c'est-à-dire entre la direction où on s'en va et là où on voit l'autre avion, on a 28 degrés. Donc, on a ces données-là. La question, c'est est-ce que les avions risquent d'entrer en collision? Donc, ils sont à la même altitude. Donc, est-ce qu'ils devraient, par prudence, changer d'altitude? Donc, est-ce qu'ils risquent de rentrer en collision? Et sinon,
quelle sera la plus petite distance d'approche entre eux. Donc, on va résoudre le problème de la même façon avec la formule pour les vitesses relatives. Première chose à faire, encore une fois, c'est d'identifier qui est P, A et B. Alors, nous, ce qu'on voudrait avoir, VPA, on voudrait que ça soit, par exemple, la vitesse de l'avion ici en haut par rapport à l'avion d'en bas. Autrement dit, on est dans l'avion d'en bas, on est fixe. Nous, on voudrait savoir quelle va être la vitesse de l'autre avion par rapport à nous pour qu'on sache s'il s'en vient dans notre direction, dans le fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler P cet avion-là. L'autre avion, ça va être notre avion. Donc, ça va être A. Et donc, on va aller calculer la vitesse de P par rapport à A. L'autre objet, si on veut, ça va être encore une fois le sol, puisque les deux vitesses qu'on a là sont mesurées par rapport au sol. Cette fois-ci, l'addition vectorielle, mais une addition vectorielle en deux dimensions, on pourrait le faire avec les composantes I, J, etc., mais on peut aussi le faire de manière plus graphique, si vous voulez. On va tout simplement tracer un triangle, d'ailleurs, il est déjà fait en bonne partie. On va faire notre addition vectorielle sous forme de triangle. Donc, on va dire VPA, ça va être égal à VPB. Donc, la vitesse de l'avion P par rapport au sol. Ça, c'est 500 km/h vers la droite. Donc, je vais aller dessiner un petit peu plus bas pour me faire de la place. Alors, 500 km/h vers la droite, comme ceci. Puis ensuite, on dit plus VBA. Donc, VBA, c'est le même problème que tantôt. Vous voyez, ça serait la vitesse du sol par rapport à l'avion A. Nous, ce qu'on a, c'est plutôt la vitesse de l'avion A par rapport au sol. Donc, en fait, c'est tout simplement l'inverse comme tantôt. Donc, ici, notre avion s'en va vers le haut ici à 800. Donc, ça veut dire que le sol s'en va par rapport à lui vers le bas à 800. Donc, on aurait au vecteur bleu, que je vais déplacer un peu, on va additionner un autre vecteur en rouge qui va s'en aller vers le bas. Donc, comme ceci. Donc, une addition vectorielle, on mène nos vecteurs bout à bout. Maintenant, je vais peut-être remettre les données ici. Alors, on a 500 km/h, puis 800. Voilà. Et VPA, donc la vitesse de l'avion P par rapport à A, ça va être la résultante des deux. Or, une résultante, on part de l'extrémité du premier vers l'extrémité du dernier, comme ça. Et ça va être notre vecteur résultant. Alors, vous voyez qu'on va pouvoir tout simplement, comme c'est un triangle rectangle, appliquer le théorème de Pythagore pour avoir notre vitesse. Donc, pour avoir la grandeur de la vitesse, j'applique le théorème de Pythagore. Ça donne 943 km/h. Vous remarquez qu'ici, je n'ai pas transformé les km/h en mètres par seconde. Parce que bon, on a des kilomètres-heure, la distance est en kilomètres, donc en fait, c'est quand même des unités cohérentes. On pourrait donc rester tout simplement dans ces unités-là. On n'a pas besoin de le transformer. Donc 943 km/h, ça serait la vitesse d'avion P par rapport à l'avion A. Ce qui nous intéresse pour savoir s'il va y avoir une collision, c'est quel est l'angle en fait. Parce que si on retourne dans les données, on avait 28 degrés. Donc on veut savoir dans le fond quel va être l'angle ici. Si c'est 28 degrés, ça veut dire que l'avion s'en vient direct sur nous. Si c'est autre chose, donc, on n'aura pas de collision. Donc, calculons ceci. On peut le faire avec une tangente. Alors, je vais dire tangente, disons que je l'appelle θ, mon angle. Donc, ça va être l'opposé 500 sur 800. Et ensuite, je calcule mon angle comme ça. Alors, ça donne presque exactement 32 degrés comme angle. Donc, ça serait l'angle qu'on a ici. Donc, on conclut quoi? Qu'il n'y aura pas collision, mais en fait, c'est quand même assez proche. On va aller répondre à l'autre question, d'ailleurs, quelle serait la plus petite distance d'approche entre eux? Alors, pour faire ça, je vais effacer un petit peu pour compléter mon triangle ici. Dans le fond, ça veut dire que l'avion, tiens, je vais mettre l'angle aussi à l'intérieur, là, c'était 32 degrés qu'on vient de trouver. Donc, l'avion s'en vient comme ça vers nous à 32 degrés par rapport, disons, à la droite verticale qui est là. Or, l'avion se trouve à 120 km, mais à 28 degrés.
par rapport à la droite en question. Donc, ça veut dire que ça va ressembler à, je vais peut-être exagérer un petit peu, comme ça, le déplacement. Puis tiens, peut-être en gris, là, je vais me mettre une droite ici pour pouvoir compléter le triangle. Donc, comme ceci. Ça ici, c'est justement la distance de 120 km. Puis l'angle qui est là, c'est le 28 degrés qu'on avait tout à l'heure. C'est ici en bas parce que c'est plus petit. Il faut remarquer que quand on descend ici en bas, l'angle est plus petit. Si j'avais descendu quelque chose ici, ben, j'aurais eu un angle plus grand que 32 degrés. Donc, ça veut dire que, je vais effacer ça, on avait le 120 km ici, donc à 32 degrés, ça veut dire que l'avion va venir passer ici, donc devant nous. Nous, on est ici. On voit l'avion à 120 degrés, 28, c'est-à-dire 120 km, 28 degrés. Donc, l'avion va venir passer ici devant nous. Et la distance la plus petite distance, ça va être la distance qui est ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc, on va faire de la trigonométrie à partir d'ici. On peut le faire de différentes façons, mais je peux facilement trouver l'angle qui est ici, qui va être 180 moins 32. Alors, ça fera 148 degrés pour l'angle qui est là. Ensuite, je peux aussi trouver le troisième angle ici, puisque j'ai 148 plus 28, donc ça fait 176. Il me reste donc 4 degrés seulement pour le petit angle qui est là. Donc, j'ai tous les angles de mon triangle, puis j'ai un côté, 120 km. Donc, je peux aller calculer mon autre côté en utilisant la loi des sines. Donc, je vous rappelle la loi des sines. Ça dit, je vais l'écrire, tiens, comme ça, sin de A sur A égale sin de B sur B. Donc, ça veut dire, dans notre cas, on va choisir, mettons, le côté A, ça va être notre 120 km. Alors, on va prendre le côté l'angle qui est opposé, 148. Alors, je vais avoir sin de 148 sur 120 égale sin de. Et là, moi, le côté que je veux, c'est D. Donc, je vais prendre l'angle opposé, c'est 4 degrés sur D. Voilà, alors comme ça, je peux isoler la distance D. Alors, ça donne une distance de 15,8 km. Donc, l'avion va passer devant nous à une distance de 15,8 km. Donc, malgré que les angles étaient relativement proches, 28 et 32, ça donne quand même une assez grande distance entre les deux avions. Un dernier problème pour cette capsule de mouvement relatif, c'est un problème de navigation. En fait, c'est une situation qui m'est arrivée il y a à peu près 2 ans. J'ai été en voilier. Ici, c'est la carte qui est là, ça représente le sud de la Floride. Donc, j'étais en voilier à peu près ici, donc dans les Keys en Floride, et on allait faire une traversée vers l'île qui est ici, qui s'appelle Bimini, c'est dans les Bahamas. Donc, dans le fond, on a ce que l'on sait à partir de la carte, c'est qu'on a une distance entre ici et là de 130 km. Si on mesure l'angle en fait par rapport au nord, l'île se situe à 55 degrés par rapport au nord, donc on connaît la direction. S'il n'y avait pas de courant, on pourrait aller tout simplement en ligne droite. Ce ne serait pas tellement compliqué. Par contre, ici, entre les Bahamas et la Floride, il y a un gros courant marin qu'on appelle le Gulf Stream, qui a une vitesse assez importante. En fait, il coule vers le nord environ à 5 km/h en moyenne. Donc 5 km/h, donc ici l'eau s'en va. Tiens, je vais faire une flèche pour représenter le Gulf Stream. Alors le courant s'en va comme ça à 5 km/h vers le nord en moyenne. Alors ça veut dire que, un peu comme l'auto qu'on a vu tout à l'heure sur le tapis roulant, il faut tenir compte de ça. Et c'est mieux d'en tenir compte au début pour assumer le bon cap, sinon on va être obligé de corriger à la fin, donc on va parcourir une distance plus importante. L'autre donnée qu'il nous faut, c'est la vitesse du voilier sur l'eau. Donc ça ne va pas très vite un voilier. En moyenne, on va environ, avec le vent qu'on avait prévu cette journée-là, on peut prévoir qu'on va environ à 9 km/h par rapport à l'eau. Alors, la question, c'est calculer le cap à maintenir
et la durée du voyage. Le cap à maintenir, ça veut dire dans quelle direction on va pointer. Vous vous rappelez tout à l'heure avec l'auto sur le tapis roulant, pour aller en ligne droite, il a fallu que l'auto pointe dans une autre direction pour se déplacer en ligne droite. Alors ça va être la même chose ici. Puis on va calculer aussi donc la durée du voyage. Alors j'ai réécrit ici notre équation d'addition vectorielle. Comme tout à l'heure, la première étape, c'est d'identifier les trois objets P, A, B. Nous, éventuellement, ce qu'on veut, c'est la vitesse du voilier par rapport au sol, parce qu'on veut partir d'ici et se rendre jusqu'à Bimini. Donc, on voudrait que la vitesse du voilier par rapport au sol aille dans la bonne direction, donc à 55 degrés du nord. Alors, ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est VPA. On va prendre donc P, le voilier, et A, ça va être le sol. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Le troisième objet, ben, ça va être l'eau. Parce qu'en fait, on a la vitesse du voilier par rapport à l'eau. Puis ensuite, on dit le courant. Le courant, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse, c'est l'eau. C'est la vitesse de l'eau par rapport au sol. C'est ça le courant. Alors, notre troisième objet, c'est l'eau. Alors, V, la vitesse du voilier par rapport au sol, va être égale à la vitesse du voilier par rapport à l'eau, plus la vitesse de l'eau par rapport au sol, donc le courant. Alors maintenant, si on dessine, je vais le faire sur la carte, là. Alors le vecteur qui est déjà dessiné, ça serait VPA. Vous voyez la vitesse du voilier par rapport au sol. C'est ce qu'on souhaite obtenir. Donc ça nous dit que c'est la somme de VPB, donc la vitesse du voilier par rapport à l'eau, plus la vitesse de l'eau par rapport au sol, donc le courant. Alors, comme lui, le courant, je sais dans quelle direction il va, je vais le mettre lui en premier. Quand on fait une addition vectorielle, on peut mettre n'importe quel en premier. Donc, je vais prendre mon vecteur ici, que j'avais déjà dessiné, puis je vais le déplacer comme ceci. Puis je vais l'allonger un peu. En fait, je ne sais pas encore ça va être quoi les longueurs puis relatives, donc je le mets quand même à peu près. Donc, ça représente mon courant. Puis, je vois donc que la somme des deux, il va falloir que ça donne VPA. Donc, si c'est la somme des deux, il me manque un vecteur qui devrait donc aller de la pointe de lui à la pointe de l'autre, comme ceci. Donc, la somme des deux va me donner le vecteur résultant. Donc, on est comme ceci. Ce que je devrais faire ici, c'est enlever le 130 km parce qu'il ne faut pas mélanger ici les vecteurs qu'on a, c'est des vecteurs vitesse. Donc le 130 km, c'est la distance, il ne faut pas mélanger ça. Maintenant, je pourrais mettre sur la carte les vitesses en question. Alors ça ici, c'était le courant, c'était 5 km/h. Donc 5 km/h pour cette flèche-là. L'autre, la flèche noire, ça c'est la vitesse du voilier par rapport à l'eau, donc c'était 9 km/h. Donc, on a ceci. Et on a l'angle qui est là, 55 degrés. Donc, puis ensuite, on va avoir notre résultante qui est là. Vous voyez, dans ce cas-ci, on n'arrive pas avec un triangle rectangle. Ça arrive. À ce moment-là, on utilise les lois de la trigonométrie, les lois des sinus, lois des cosinus. C'est ça qui est le plus utile. Ici, on a, en fait, dans un triangle, il faut toujours trois informations pour pouvoir trouver les autres. Ici, on a deux côtés, les deux vitesses 5 et 9, puis on a un angle. Donc, trois informations, c'est suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On pourrait trouver un autre angle. Donc, on a, par exemple, on pourrait trouver l'angle qui est ici, en faisant, supposons que je l'appelle le A, cet angle-là. Donc, en appliquant la loi des sines. Alors, on va dire sin de 55, c'est l'angle qui est là, sur le côté opposé, qui est 9. Alors, ça va être égal au sin de A que je cherche, sur le côté opposé, qui est 5. Donc, avec ça, je peux trouver mon angle A. Alors, ça donne 27 degrés pour cet angle-là. Donc, je vais peut-être l'effacer, tiens, puis je vais le mettre ici, donc 27 degrés. Le troisième angle, si j'en ai besoin, je peux le calculer tout simplement en faisant 180 moins 55 moins 27. Alors, ça me donne un angle de 98 degrés ici. Alors déjà, vous voyez, ça répond à la première question. Si je me fais ici un petit pointillé,
si j'ai 98 ici, 180 moins 98, ça va me donner 82 degrés. Alors, ça veut dire que ça ici, ce vecteur-là, il faut se rappeler que c'est la vitesse du voilier par rapport à l'eau. Ça veut dire que mon voilier devra pointer dans cette direction-là. Donc, la réponse à la question du cap, ça va être 82 degrés. Puisque le cap, c'est la direction vers laquelle le voilier va pointer, alors on va avoir un cap de 82 degrés par rapport au nord. Donc, ça répond à la première question qui est ici. La durée du voyage, maintenant. Pour la durée du voyage, je vais avoir besoin de calculer la vitesse ici, là. Pour savoir donc ma vitesse par rapport au sol, en fait, pour savoir combien de temps le voyage va durer. Comme j'ai les angles, je peux continuer à appliquer la loi des sines. Donc, je pourrais garder le premier ici, sin 55 sur 9, donc sin 55 sur 9. Puis là, je vais dire de l'autre côté, ça va être égal au sin de 98, puisque je cherche le côté opposé, sur la vitesse que je cherche. Donc avec ça, je peux calculer ma vitesse. Alors ça me donne 10,9 pour la vitesse en question. Donc 10,9 km/h. Maintenant, je peux répondre à la question, puisque j'avais 130 km à parcourir sur cette droite-là par rapport au sol. Ma vitesse par rapport au sol, c'est 10,9. Donc, je peux calculer le temps en utilisant la formule V égale D sur T, ou delta X sur T si on préfère, là. Donc, on a ici 10,9 pour la vitesse, 130 km pour la distance sur le temps. Donc, ça va nous donner, pour le temps, ça donne 11,9 heures. C'est bien des heures, puisqu'on avait des kilomètres heure, donc ça donne des heures. Donc, une bonne journée pour la traversée en question.